Chers internautes, très chers amis, vous qui me suivez à partir de ma chaîne Diaspora Nabiso Moko, aujourd'hui je reviens encore une fois pour vous parler de l'actualité. Et l'actualité, comme vous le savez, aujourd'hui j'ai voulu insister sur un thème qui est vraiment très important, qui est le pourquoi la République démocratique du Congo demeure une entreprise et une colonie de la communauté internationale. Parce que tout ce que nous sommes en train de faire, c'est comme si nous nous retrouvons en otage. C'est comme si nous sommes vraiment emprisonnés. Et voilà pourquoi je développe le thème d'aujourd'hui. Je me dis, pourquoi notre pays, la République démocratique du Congo, demeure une entreprise, en même temps une colonie de la communauté internationale. Selon Morel, l'État indépendant du Congo n'était nullement un État civilisateur et philanthrope, comme il le prétendait, mais une vaste entreprise privée qui réduisait en esclavage le peuple congolais à des fins économiques. En effet, selon Morel, le roi avait notamment profité de l'expansion de l'industrie automobile pour rentabiliser sa colonie en caoutchouc, en faisant travailler les Africains qui se voyaient rudement traités s'ils n'apportaient pas des quantités suffisantes de caoutchouc. Ils avaient les mains coupées, ils avaient donc, il y avait des enlèvements des femmes, des enfants, ainsi de suite. Ces exactions auraient, selon Morel, ces actions auraient, selon Morel, plus que décimé le pays, allant jusqu'à affirmer qu'entre 1885 et 1908, le Congo avait perdu 40% de sa population. Il voyait comme cause unique de cette situation déplorable les activités du roi, donc du roi belge à cette époque-là. De plus, Morel critiquait l'État indépendant du Congo qui faisait fin des clauses prévues dans l'acte de Berlin du 26 février 1885. Vous vous rappelez, lors du partage de l'Afrique dans cette fameuse conférence de Berlin, qui prévoyait notamment la liberté de commerce dans le bassin du Congo. En outre, la nature même de l'État indépendant du Congo, un État créé de toutes pièces, dirigé par un seul homme, sans la moindre possibilité de contrôle, était insupportable aux yeux de Morel. L'histoire continue au jour d'aujourd'hui de se répéter. En effet, la République démocratique du Congo, notre pays, chers amis, chers internautes, demeure sous le statut de la communauté internationale et demeure en même temps une entreprise ou une zone des intérêts réservés aux étrangers en lieu et place des propres autochtones nationaux congolais. À travers l'exploitation anarchique et le pillage à grande échelle du caoutchouc, par l'assassinat ou la mise à mort des Congolais qui n'apportaient pas en quantité et en qualité voulue par les colons belges tous les minéraux qu'ils cachaient aux Congolais la valeur et l'utilisation et l'usage de ces derniers. Donc, aujourd'hui, c'est au tour des minéraux de sang que l'on appelle communément le coltan, la cassitérite, l'or noir et le pétrole, minéraux utilisés pour la fabrication des ordinateurs, des GSM, des laptops, des appareils électroniques, dans l'aviation, etc., dans la partie orientale et dans la partie est du pays, où sont victimes de massacres, de tueries, d'extermination, des dépeuplements systématiques et forcés des autochtones congolais que nous ne pouvons plus hésiter même de qualifier de génocide congolais à grande échelle, mais à basse intensité, que elle-même, la communauté internationale, essaie de faire taire à jamais pour entretenir et pérenniser des situations d'insécurité perpétuelle et infernale. C'est ce que les juristes comme moi
qualifie de plan coordonné englobant différentes actions visant à détruire les fondements, les fondations essentielles de la vie des Congolais, dans le but d'inhiber les groupes ethniques congolais. C'est ce que nous pouvons appeler, au fait, la désintégration des institutions politiques, sociales, culturelles, linguistiques, religieuses, existentielles, économiques des Congolais. Ajouter à cela, donc je disais, de leur liberté même, de leur santé, de leur dignité humaine. Bref, c'est ce que nous définissons au jour d'aujourd'hui des statocides, ce qu'on appelle en anglais les stétocides, qui s'en prend au-delà des attributs de l'État, à ses fondements, à son existence même, à tous les éléments constitutifs, pouvoir public, souveraineté, indépendance, territoire et population. Donc le stétocide en anglais, comme on dit le statocide, porte atteinte radicalement au droit fondamental de tout État à l'existence. Voilà pourquoi vous voyez aujourd'hui au Congo, l'État n'existe plus. L'État n'existe plus, chers amis. L'État n'existe plus. L'autorité de l'État n'est pas là. L'État n'existe plus. Voilà pourquoi je le définis comme étant le stétocide. Apporte atteinte radicalement au droit fondamental de tout État à l'existence. Il est comparable à l'atteinte à la vie, donc où on polie, on élimine les personnes physiques. Donc c'est un crime matriciel. Le stétocide ne pouvait et ne peut qu'être générateur de tous les autres crimes. Donc voilà pourquoi vous voyez au Congo, aujourd'hui on fait face à toutes sortes, à toute une panoplie de crimes, à savoir les crimes contre l'humanité, les crimes contre la paix, les crimes de guerre, le crime d'acte de génocide et de nettoyage ethnique. Donc la multiplication des massacres, viols, déportations des populations congolaises ne peut s'expliquer autrement, chers amis. La prévention d'un hypothétique génocide sert de prétexte pour en commettre un véritable dans le silence ou l'indifférence de la communauté internationale. Mais pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas jusqu'au jour d'aujourd'hui à dire qu'il y a des génocides qui se passent là-bas dans le Kasaï où on tue les gens? Au Kivu, on n'en parle même pas. Et même pas loin, même au niveau de la capitale de Kinshasa, ça se passe comme ça. Il y a des gens qui sont tués, qui sont massacrés. Voilà pourquoi je vous dis que ces gens-là qui sont venus là, soi-disant pour vous libérer, ils ne sont pas venus pour vous libérer. Ils sont venus pour vous occuper. Et en vous occupant, voilà ce qu'ils arrivent. Ils amènent avec eux le stétocide. Donc le statocide, donc quelque chose qui s'en prend à l'existence même d'un État. Donc c'est-à-dire que vous allez tout faire, vous battre, faire des efforts, mais eux, ils se sont déjà attaqués au niveau de la tête, du sommet de l'État, pour que l'État n'existe plus. Voilà pourquoi je vous préviens. Il est comparable à l'atteinte à la vie des personnes physiques, donc des crimes matriciels. Le stétocide ne pouvait et ne peut qu'être générateur de tous les autres crimes, comme je vous le dis. Crimes contre la paix, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes d'actes de génocide ou de nettoyage ethnique. Donc la multiplication des massacres, viols, déportations de populations congolaises ne peut s'expliquer autrement. La prévention d'un hypothétique génocide sert de prétexte pour vraiment en commettre un véritable dans le silence ou l'indifférence totale de la communauté internationale. Écoutons ce qu'en dit M. Robert Garreton, rapporteur spécial pour la République démocratique du Congo dans les régions de l'Est qu'occupent les forces, ou qu'occupaient à l'époque les forces rebelles ou d'agression. Les forces armées du Rwanda et de l'Ouganda et du Burundi à l'occasion, ainsi que le RCD, continuent à faire régner un climat de terreur. Comme les années précédentes, la population locale, donc la population civile locale, a été victime de massacres et autres atrocités. Les militaires étrangers agissent en toute impunité. Plusieurs personnes sont mortes sous la torture. La liberté individuelle est violée et au cours de l'année,
de nombreux militants d'organisations non gouvernementales ont été placés en détention ou menacés. Il n'existe pas de médias indépendants et les rares informations émanant d'organisations de la société civile sont étouffées. Toute dissidence ou opposition est qualifiée d'incitation au génocide. Donc, de actes des journées de réflexion du 5 et 6 octobre 1998, à cette époque-là, sur la guerre d'agression contre la République du Congo et d'interpellation du droit international, département du droit international public et relations internationales, faculté de droit, université de Kinshasa. Ça, c'est entre parenthèses. Ça, c'est entre parenthèses. Voilà pourquoi je vais aller vite en besoin pour vous développer. Des attaques ont été lancées contre les paroisses et des établissements religieux. Des prêtres, des pasteurs ont été vraiment assassinés. Des assemblées religieuses ont été interdites et l'archevêque de Bukavu s'en vu empêché d'exercer ses fonctions. Ça, c'était à cette époque-là, comme le dit le rapport de Carrington. Faudra-t-il combien de victimes pour que la communauté internationale s'en mêle, quoi? Combien de temps faudra-t-il atteindre encore pour que le cri du Congo et des Congolais soit enfin entendu et que les larmes de ses filles et fils se sèchent? C'est la quête des réponses à ces interrogations et à bien d'autres dont formule la mémoire des Congolais qui justifie cette étude. Voilà pourquoi. Voilà d'où vient la responsabilité de protéger. Qu'est-ce que la responsabilité de protéger? Comme je l'ai toujours dit dans différentes interventions que je passe, que j'ai fait avant de passer aujourd'hui. Je dis toujours que la responsabilité de protéger ou la responsabilité de protéger et la doctrine est un concept de l'État et la responsabilité internationale pour les citoyens qui a été adopté par le sommet des Nations Unies du 60e anniversaire. Les États de la doctrine, donc chaque État a la responsabilité de protéger ses populations du génocide, des crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Nous acceptons cette responsabilité et agirons en accord avec elle. Donc avec elle, la communauté internationale à travers les Nations Unies a également la responsabilité d'aider à protéger les populations contre le génocide, les crimes de guerre, le nettoyage ethnique et les crimes contre l'humanité. Dans ce contexte, nous sommes prêts à prendre des mesures collectives d'une manière opportune et décisive par l'intermédiaire du Conseil de sécurité conformément à la charte, y compris le chapitre 7. Lorsque ces moyens pacifiques se révèlent inadéquats et les autorités nationales sont manifestement pas dans la mesure d'assurer la protection de leur population du génocide et des crimes de guerre, du nettoyage ethnique et des crimes contre l'humanité, eh bien, essentiellement, la responsabilité reconnaît que, alors que les États souverains sont indépendamment en charge de leurs propres citoyens, devraient-ils ne pas parvenir à protéger leurs citoyens contre les massacres, que ce soit internationalement ou par leur incapacité d'agir? Il est de la responsabilité de la communauté internationale, comme je le disais, en tant que capitale, de protéger tous les citoyens du monde. Tous les citoyens du monde. Lorsque, au niveau national, au niveau des États, il y a des failles. Cette responsabilité-là revient maintenant à la communauté internationale en tant que capitale. Quelles sont les responsabilités de la communauté internationale en vertu de la responsabilité de protéger? En vertu de la responsabilité de protéger, la communauté internationale a trois principales responsabilités. Il y a 1. La responsabilité de prévenir. 2. La responsabilité de réagir. Et 3. La responsabilité de reconstruire. La responsabilité de prévenir, la prévention. Et secondo, la responsabilité de réagir, donc directement, d'entrer dans le vif du sujet. Et la responsabilité de reconstruire. Ici, on trouve par exemple, il y a des destructions, il y a eu vraiment des anomalies. C'est la responsabilité de la communauté internationale de
reconstruire. Selon la doctrine responsabilité de protéger, la priorité numéro 1 et la responsabilité de la communauté internationale est la prévention. C'est la prévention d'abord. Et la prévoyance, on peut ajouter ça comme ça. La communauté internationale a l'obligation de passer le plus de temps et des ressources à faire en sorte que les conflits et les crises soient empêchés ou interrompus avant le génocide ou des atrocités de masse se produisent, quoi. Si le conflit dégénérait, la communauté internationale a la responsabilité de réagir. Lors de la réaction à une atrocité de masse, la communauté internationale est toujours, la communauté est toujours, la responsabilité de la communauté internationale est toujours de commencer avec les mesures les moins intrusives et coercives possibles. L'intervention militaire, ça je veux vous le rappeler, l'intervention militaire ne doit être utilisée sauf si absolument nécessaire, donc en dernier recours, en dernier ressort. La responsabilité de les protéger ne reconnaît que l'intervention militaire est nécessaire parfois, mais affirme que l'intervention militaire ne doit pas être utilisée s'il est juste causé et tous les principes de précaution sont respectés. Si l'intervention militaire n'est pas vraiment requise en ce sens-là, donc la communauté internationale a la responsabilité de reconstruire après l'intervention qui a eu lieu et d'apporter l'aide dans la récupération et la réconciliation, ainsi que directement traiter la cause et de la nécessité d'une intervention militaire en premier lieu. Voilà. Ce qui constitue comme juste cause pour l'intervention militaire, ce sont les principes de précaution. L'international group crise résume juste cause d'une intervention aussi grande que la perte à l'échelle de la vie, qui est donc le produit soit d'une action délibérée de l'État ou de la diligence de l'État ou de l'incapacité d'agir ou d'une défaillance, comme je vous l'avais dit, de l'État où en grande échelle le nettoyage ethnique est commis. Donc c'est ça. Encore une fois, l'intervention. Donc comme je me disais, encore une fois, l'intervention militaire ne doit être utilisée qu'en dernier recours, comme je vous ai dit. Donc il faut non seulement que ces conditions existent, mais toutes les autres options devront être épuisées. Lorsque l'on considère une intervention militaire, il y a des principes, des précautions qui doivent être examinés, tout comme les règles de la guerre. Avant de décider d'intervenir, la communauté internationale doit être sûre qu'ils ont les bonnes intentions à l'esprit. Il n'y a pas d'autres options à gauche que les moyens d'intervention soient proportionnels aux crimes commis et qu'il y ait une chance raisonnable du succès. Il faut apaiser ça. C'est parce que aujourd'hui les guerres sont réglementées. C'est pas comme d'autres populations qui font des guerres n'importe comment, à l'emporte-pièce. Mais aujourd'hui les guerres sont vraiment réglementées. Les règles sont réglementées ces derniers temps. On ne fait pas seulement des guerres pour faire. Donc il est également important de reconnaître que le pouvoir d'intervenir doit, dans la plupart des cas, venir du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc c'est ça. La politique américaine du troisième millénaire est fondée sur la domination du monde et pensée et conçue par la CIA et le Pentagone avec le financement des multinationales. Parmi elles, on trouve le complexe militaro-industriel qui vend des armes de par le monde fondé sur l'utilisation de la force, quel que soit le contexte et l'espace. Car pour les États-Unis, les vies humaines sont moins importantes que
la raison d'État. Il s'agit de la politique étrangère des États-Unis d'Amérique. C'est ça la politique des États-Unis. Cette nouvelle politique américaine n'est qu'une copie mieux élaborée du Troisième Reich allemand, dans laquelle Hitler avait promis d'imploser la Yougoslavie et la Tchécoslovaquie. Il avait également promis de faire des Noirs, hein, des Tiganas, des Arabes et des autres sous-races, des combustibles pour les hauts fourneaux des industries allemandes. C'est ce que nous vivons à l'heure actuelle, où les États-Unis et leurs alliés européens ont pris en compte et adopté les données racistes de cette politique hitlérienne. On voit tous les jours l'application de cette politique raciste dans le monde. En Palestine, les Arabes sont tués chaque jour, de même en Irak et en Afghanistan. En République démocratique du Congo, l'élimination physique de la race bantoue par la race nilotique est encouragée par les Américains et leurs alliés européens. Voilà pourquoi nous ne cessons de le dire que la traite et l'extraction des minéraux comme la cassitérite, le coltan, l'or, et etc., dans l'est de la République du Congo, ainsi que les guerres à répétition, ainsi que les conflits de tout genre entraînent le dépeuplement de la région des Grands Lacs en diminuant les densités de population par kilomètre carré. Notre analyse, mon analyse de cette situation est telle que dans cette partie, non seulement dans cette partie est, mais dans toute l'étendue du pays, si l'on ne fait pas attention, en tout cas, les guerres à répétition ainsi que les conflits de tout genre entraînent le dépeuplement, comme je le disais. Donc si on ne fait pas attention avec tout ce qui se passe là, la balkanisation risque de s'installer au profit des voisins qui nous attaquent à longueur de journée, cherchant à nous disloquer afin de garantir leur convoitise sur nos terres. L'Europe, soi-disant le vieux continent, jusqu'au jour d'aujourd'hui, continue de garder son ossature, de se préserver en royaume d'antan. Nous citerons ici, à titre d'exemple, le royaume de Belgique, le royaume de pays scandinaves, le royaume d'Espagne, la principauté de Monaco, ainsi de suite, le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, bon, essayons de voir aussi, il y a le Brexit qui va amener la balkanisation de l'autre côté. Nous ne le souhaitons pas, mais c'est à eux-mêmes de sauver leur propre balkanisation parce que l'Écosse va quitter. Eux, ils vont quitter l'Europe, l'Écosse aussi va quitter. Voilà pourquoi je vous dis que, en voulant provoquer des guerres chez les autres ou les balkanisations chez les autres, mais regardez vous-même, est-ce que vous prenez une bonne politique, une politique de cohésion? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Voilà pourquoi j'ai dit tous ces royaumes-là, d'antan, scandinaves, d'Europe, tout ça, avaient déjà perdu son ossature avec les différentes colonisations venues d'Europe après la conférence de Berlin de 1884 à 1885, qui avait décidé de son partage. Ma conclusion est que nous ne devons pas faire de la découverte de nouvelles minéraux, dans notre territoire, la République du Congo, des nouvelles ressources minières en Afrique et généralement en particulier en République du Congo, comme des prétextes de déstabilisation, des prétextes de déstabilisation, de dislocation, de balkanisation d'un État, comme le cas à l'Est, ou dans le Kasaï, ou encore dans le Bas-Congo. Seulement au point où nous sommes parvenus, dans notre pays, il est impératif d'être entouré des gens qui veulent, qui prônent l'unitarisme, l'unité, qui prônent l'unité. Donc, vu l'urgence de toute la situation combien alarmante qui se passe dans notre pays, la République du Congo, dans toutes les provinces, vraiment, nous de la diaspora, nous sommes appelés à mener des actions concomitantes pour lancer un message vibrant de paix et de soutien vers les populations locales du Kasaï, du Kivu, du Congo central,
de l'Équateur, du Katanga, de la province orientale, de toute l'étendue du pays, contre le plan macabre d'émiettement et d'occupation de notre territoire. En effet, l'intégrité de notre territoire, de notre pays, n'est pas négociable. L'unité et l'indivisibilité de notre pays demeurent intactes et doivent rester comme telles. Nous nous attendons donc à des sanctions. Les sanctions sont en train de prévoir déjà, ce qui est une très bonne chose, contre toutes ces autorités-là qui veulent nous diriger par défi, qui veulent vraiment saccager, qui veulent saboter, en fait, le pays, hein, qui veulent saboter l'économie, qui veulent saboter tout. Voilà pourquoi je vous dis que c'est très très important. Avec qui est-ce qu'on va travailler? Avec ces gens ici qui nous amènent le statocide. Donc ils s'attaquent à notre État. Donc l'État congolais n'existe plus et n'existera plus jamais. Hein? Si nous voulons que l'État congolais puisse avoir des lendemains meilleurs, nous devons commencer à responsabiliser la population. Responsabiliser le peuple. Que le pouvoir appartient au peuple. L'impérium appartient au peuple. N'appartient pas à cet individu-là, à ces groupuscules-là d'individus qui maltraitent la population, qui tuent la population. Non. Hein? Voilà pourquoi je vous dis qu'il est temps. Il est vraiment temps que nous nous levions, que nous puissions défendre notre pays et que notre pays ne puisse plus continuer de demeurer une entreprise ou une colonie de la communauté internationale. Tout ce qu'on fait, on le fait dans le cadre de l'accord cadre. De ces accords-là que la population ne connaît ni le fond, ni la teneur de ces accords-là. Vous signez seulement des accords pour signer, alors que la population ne connaît rien du tout de ces accords-là. Voilà pourquoi je vous dis que nous devons nous lever. Ça n'est de trop, nous devons mettre un terme à ça. Nos minéraux, c'est à nous, notre richesse doit nous aider à nous développer. Hein? Comment nous avons tout, mais il y a le Rwanda et l'Ouganda qui nous combattent, qui nous font la guerre, qui pillent nos richesses, qui, dans les grands marchés, là, quand on vend les diamants ou on vend les minéraux, ils se retrouvent là, alors qu'il n'y en a pas chez eux là-bas. Mais allez-y voir, nous sommes piégés. Nous sommes piégés par la communauté internationale. D'où nous devons sortir de cet état-là de colonie de la communauté internationale et des multinationales. Hein? Donc c'est un piège. Donc voilà pourquoi j'exhorte mes compatriotes de continuer le combat, de nous battre et de sortir sous le joug de la demeure d'une entreprise ou d'une colonie de la communauté internationale et des multinationales sans scrupules qui viennent dans notre pays que pour piller, pour nous faire du mal, pour foutre de la guerre, de la balkanisation. Voilà pourquoi aujourd'hui le message que j'avais à passer c'est celui-là. Évitons que notre pays puisse continuer à demeurer une entreprise ou une zone ou une colonie de la communauté internationale. Je vous remercie beaucoup et je vous retrouve dans les tout prochains programmes pour que nous puissions développer encore une fois beaucoup d'autres thèmes que je réserve ici la surprise